Good morning tout le monde, épisode très spécial parce que je réponds à vos questions. Vous me les avez envoyées et je vais y répondre. Je vais vous dévoiler pourquoi, parce que c'est une question, je shoot Sony et pas Canon. La réponse va peut-être vous surprendre. Je vais aussi vous parler de mon business model. Bref, regarde bien jusqu'à la fin parce que cette question est surprenante et la réponse encore plus. Je suis en train de monter le Q&A et il faut absolument que je te parle de quelque chose d'important. En fait, j'ai quelqu'un dans l'équipe qui est parti. Et cette personne, elle s'appelle Jérémy. Jérémy, c'était mon monteur. C'est celui qui a monté toutes les vidéos sur les 5 dernières années depuis le Covid. Et franchement, je tenais à le remercier du fond du cœur pour l'avoir fait. Si tu as regardé des vidéos, c'est lui qui les a montées. C'est lui qui m'a aidé, m'a permis de faire plus de vidéos, de dégager du temps pour que je sois avec ma famille. Et c'est grâce à tout son travail. Et je tiens vraiment à le remercier. Merci beaucoup, Jérémy. D'ailleurs, j'aimerais bien que tout le monde le remercie aussi parce qu'il a fait du super taf. Il a été flexible, adaptable. Enfin bref, c'était génial de travailler avec lui, ça se passait bien. Mais il faut évoluer et au bout de 5 ans à monter la tête de pierre, au bout d'un moment on en a marre et je comprends tout à fait son choix. Et c'était top justement, j'ai toujours encouragé à bouger et il faut en fait changer, il faut se mettre en difficulté entre guillemets, il faut se mettre en situation d'inconfort et ça lui permet de se concentrer sur son autre business aussi qui est Video Editor Studio. Video Editor Studio, c'est une boîte qui fait des packs de titres et d'animation, de transition pour le logiciel DaVinci. Donc voilà, je te mets un petit lien dans la description si ça t'intéresse, si tu veux regarder un petit peu ce qu'il fait à côté. Mais voilà, encore un grand merci à toi, Jérémy. Et une autre chose importante, c'est que quelqu'un nous a rejoint, mais ça c'est dans la famille. J'ai eu mon deuxième enfant. Si tu es dans la liste email, tu le sais, j'en ai un petit peu parlé. Voilà, et ça a fait pas mal de changements aussi, en plus d'avoir Jérémy qui part. Donc, s'il y a eu un petit peu moins de vidéos, tu peux le comprendre. Il y a eu ça, et puis il y a eu toute la création aussi de la formation maîtriser son Sony Alpha, la masterclass. Donc, il y a eu beaucoup de choses derrière moi, et j'ai pas eu le temps et l'énergie de me mettre pour justement partager plein de vidéos YouTube. Mais je m'y remets, donc pose-moi tes questions, et moi je continue à monter, et toi tu continues à regarder la question qui est sur le business. Donc, on commence tout de suite par une question de @flypowervts qui me demande « Bonjour Pierre, peux-tu nous parler de ton business model ?» Oui, je peux t'en parler, je vais être très transparent, je vais te donner un petit peu les pourcentages de tout. Peut-on vivre uniquement de la photographie de voyage? J'y réponds. Et le choix de vivre aux États-Unis, l'était-il personnel ou professionnel et influence-t-il ton business model? Merci à toi pour la question. Première chose, le choix de vivre aux US, c'était un choix personnel. Mais à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais motivé d'aller aux États-Unis par son attractivité pour l'entrepreneuriat, pour le monde des startups, de la technologie. J'étais vraiment attiré par tout ce qui est San Francisco, etc., ce qui se faisait. J'ai fini à New York, finalement, avec ma femme qui est américaine. Ça a été un environnement extrêmement créatif et qui m'a beaucoup poussé dans plein de directions. Et ça a été là que j'ai un petit peu commencé YouTube aussi et que j'ai transitionné, on va dire, de ma photographie de mariage à justement la photographie de voyage. Donc, plein de motivation pour y être. On est parti, on est revenu. Enfin bref, on s'est baladé autour aussi. Et honnêtement, pour entreprendre, pour avoir un business, ça reste quand même plus simple qu'en France. C'est pas impossible en France, mais c'est un petit peu plus simple. Voilà, un petit peu la réponse simple là-dessus. En termes de business model, voici ce que représentent en pourcentage mes différents flux d'entrée d'argent. C'est très intéressant parce que tu vas voir que les choses évoluent au fur et à mesure des années. En gros, aujourd'hui, j'en suis à peu près 30% de, on va dire, sponsor shoot client. Qu'est-ce que ça veut dire? Au début, en fait, ils étaient exclusivement sur la chaîne en anglais et j'essayais de dire aux sponsors qui justement voulaient partager des choses avec une audience et en même temps récupérer du contenu, je leur dis, c'est bien, on fait ça, mais on pourrait aussi en parler sur la chaîne française parce que voilà, je pense que ça peut être intéressant et en fait, le marché français n'était pas prêt à l'époque, plutôt les marques ne voulaient pas travailler sur le marché français. Maintenant, ça a changé, les marques veulent bien travailler sur les marchés français. Il fallait le temps un petit peu que ça se réveille, j'ai envie de dire, en France, de ce côté-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est un mix. Vu que j'ai une audience, certaines marques veulent, bien entendu, des vidéos sponsorisées. Il y a deux types de vidéos sponsorisées. Il y a une intégration, c'est-à-dire que je vais partager, par exemple, un produit pendant 1 minute à travers la vidéo, ou alors je vais faire une vidéo dédiée sur un produit. En termes de clients, ça peut être des clients comme SmallRig, Imagen, Luminar, Sony Xperia, qui sont la marque de téléphone de Sony. Et à travers ces shoots, ça va être divers. Donc, par exemple, Luminar, ça va être moi qui montre comment on utilise le logiciel. À chaque fois, je dis que c'est une vidéo sponsorisée. C'est important pour moi que tu le saches. Ça n'empêche pas que je m'amuse avec le produit et que je l'aime, parce que sinon, je n'en parlerai pas du tout dans la vidéo et je n'accepte pas les sponsors. Je tiens à le dire, je refuse catégoriquement
si je ne crois pas au produit, si je ne l'achèterai pas, ou plutôt si je ne l'utiliserai pas moi-même à un moment ou à un autre dans ma vie. Je ne suis pas en train de te parler d'un rasoir pour les doigts de pied, alors que jamais de ma vie, je ne l'utiliserai. Donc, je tiens à le dire, je pense que c'est important de le faire savoir. Donc, Imagen, oui, Luminar, oui, comment ça s'appelle, et Small Rig, bien sûr. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que, en fait, il y a une partie qui va être, OK, la marque, elle veut être vue par mon audience, d'accord? Elle veut que son produit soit vu et que j'en parle. Et il y a une autre partie, ça va être, hey, on veut récupérer les photos. Par exemple, Viltrox, ils voulaient les photos que j'ai prises avec leurs appareils. Et en même temps, ils veulent des fois des vidéos. Donc, ça peut être intéressant. Et si on va plus loin avec Sony Xperia, j'ai fait carrément un lancement de téléphone avec eux, où j'étais un peu le photographe qui suivait et qu'ils avaient filmé en train d'utiliser ce dernier téléphone et de montrer les capacités du téléphone. C'était top, on l'avait fait à Chicago. Ils avaient ils avaient acheté une licence pour les photos aussi. Tous les téléphones que les gens recevaient pour la première fois avaient certaines de mes photos à l'intérieur. Donc, c'était génial. C'était un grand rêve pour moi, ce shoot. Bref, donc tu vois un petit peu les différentes avenues possibles. Donc ça représente à peu près 30%. Ensuite, un autre gros tronc, ça va être 30% de formation, on va dire, et de produits, des produits tels que mes presets Lightroom. Formation, on a 30 jours pour des photos pro, une photo phare, une formation phare que j'aime, qui t'accompagne jour après jour sur 30 jours et même au-delà, puisque tu as accès à vie tout le temps, et qui a aidé des milliers de participants à travers le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle a très bien marché pour moi de manière financière, mais surtout, moi, j'en suis fier. J'adore cette formation parce que je trouve qu'elle fait changer le regard des gens, qu'elle fait changer la manière dont ils approchent les choses. Et on ne parle pas que de regard, on parle aussi de retouches. Enfin bref, elle est extrêmement complète et j'ai toujours été très fier de celle-là. Maintenant, grande annonce, et je te le dis tout de suite en avant-première, je viens enfin de faire cette formation dont je parle des années sur le Sony Alpha, c'est-à-dire sur le Sony A7 IV, le A7 V. Dès qu'il sort, il sera prêt dans cette formation. Le A7R5, le A7C2, le A7CR, le A1, le 6700 sera applicable aussi. Bref, j'ai fait une formation avec mes années d'expérience avec Sony en l'utilisant tous les jours. J'utilise des Sony tous les jours et du coup, je te partage tous les menus, à quoi ils servent, pourquoi, dans quel cas, mes configurations aussi de l'appareil photo, en fichier téléchargeable en fonction des différents appareils que tu vas pouvoir intégrer. Bref, j'en suis hyper content. J'ai hâte de voir ce que ça donne un petit peu pour vous, si ça vous aide. Il y a un petit lien dans la description si tu veux déjà t'inscrire pour cette formation. Et derrière, je vais avoir, donc comme j'ai dit, les presets Lightroom, des outils que j'utilise tous les jours, mais que je partage aussi dans mon shop, que les gens peuvent acheter. Et dernièrement, on va avoir la partie avec des logs et une formation photographier le ciel étoilé. Donc voilà, on en est à 60% de mon revenu. D'où viennent les autres 40% à peu près? Eh bien, j'ai envie de dire que les autres 40%, ça va être, on va peut-être avoir 5 à 10% qui vont être, par exemple, en affiliation. L'affiliation, ça va être à travers Amazon, à travers B&H. B&H qui est un super magasin phare aux États-Unis avec Adorama. On a IPLN en France, IPLN qui est génial, ça fait 4 ans qu'ils se sont mis en place, ou 5, et franchement, en ligne, ils cartonnent tout pour moi. Ils sont sympas, ils ont des bons conseils, et ils travaillent bien avec les créateurs. J'ai un code créateur qui est Pierre, donc si tu commandes chez IPLN, tu peux mettre mon code créateur Pierre, et moi je reçois une petite commission. Toi, ça ne te coûte pas plus cher, et en fait, tout le monde est gagnant là-dedans. Donc c'est comme ça que ça marche de l'affiliation. Ça représente peut-être 5, max 10% de mon revenu au niveau du business, du chiffre d'affaires. Et ensuite, n'oublie pas, chiffre d'affaires n'est pas égal à profit. Je tiens juste à le dire, parce que tant qu'on n'est pas soi-même dans un business, on ne s'en rend peut-être pas compte. Et ensuite, on va avoir à peu près, encore une fois, 5 à 10% qui vont venir des vues sur YouTube, même si ça a descendu un petit peu parce que ma chaîne en anglais, on va dire qu'elle est un petit peu moins forte au niveau des vues qu'elle pouvait l'être à l'époque. On en a en français, mais comme on est dans une niche et pas sur comme on appelle ça, sur un marché généralisé, sur des vidéos très générales, on ne va pas taper des centaines de millions de vues ou des dizaines de millions de vues sur chaque vidéo. Donc voilà, ce revenu, il est relativement bas, on va dire, par rapport à certaines autres personnes qui sont sur YouTube. Et maintenant, on en est à 80% et j'ai envie de dire que les derniers 80%, il va y en avoir qui proviennent d'impressions, d'accord? Des impressions que j'ai vendues. Il va y avoir aussi une partie de workshops, c'est-à-dire des ateliers en personne que j'organise. Je n'en organise pas beaucoup, donc ça reste un petit pourcentage, mais c'est quelque chose que peut-être que je vais développer un petit peu plus dans le futur parce que j'aime beaucoup cette interaction en personne sur le terrain avec vous. Et il peut y avoir des interventions payées que je peux faire aussi potentiellement.
Donc voilà un petit peu comment le business model il se regroupe. Donc par rapport à ta question de est-ce qu'on peut vivre de la photographie, notamment de voyage, j'ai envie de dire que oui, c'est possible, mais ça va dépendre premièrement de tes clients, avec qui tu discutes, dans quelles circonstances. Tu vois, moi, au fur et à mesure des années, je suis passé de travailler avec par exemple des hôtels ou des clients comme ça ou des offices du tourisme à vraiment utiliser finalement le fait que j'ai une audience et ça et de l'influence, entre guillemets, hein, de l'influence pour justement créer une niche un petit peu différente. Et j'ai beaucoup d'amis qui justement sont photographes de voyage payés, qui eux ont un mix de clients et certains de ces clients veulent aussi qu'ils partagent ça sur les réseaux sociaux en fonction de leurs audiences. J'en ai qui n'ont pas d'audience, mais de manière générale, on est souvent dans un gros mix de nos jours où il va y avoir audience et pas audience. Bon, ça fait beaucoup. Je suis allé en détail, hein, j'essaye d'être vraiment transparent et de tout dire. Je tiens juste aussi à dire que les sponsors, c'est que quand j'y crois et que je suis à fond et que j'utiliserai le produit. Voilà, je l'ai peut-être déjà dit, mais je tiens à le redire. C'est important. Maintenant, on passe à une question matos un petit peu qui est de Pulsarding. Salut, as-tu déjà réfléchi sérieusement à changer de matériel? Je pense notamment au A1.2 2870 f2 ou encore 50-150 f2. Alors oui, bien sûr, j'y ai réfléchi de manière très longue. Pourquoi? Parce que honnêtement, le A1.2, il est génial. Mais le problème, c'est que je shoote avec mon A1 depuis des années et que je l'aime et que j'ai pas envie de le revendre et que j'ai pas parce que j'ai pas envie nécessairement de le revendre et j'ai pas envie de récupérer et d'investir dans un A1.2. Pourquoi? Parce que j'en vois pas l'utilisation. Je ne me sens pas frustré, je ne me sens pas limité avec mon A1. Et si je veux tester un nouvel appareil photo, je peux toujours l'emprunter, tu vois. Donc le 1.2, est-ce que je vais vouloir débourser l'argent pour l'acheter? Non. Alors, 2870 f2, oui, c'est génial, mais pour moi, il est un peu gros pour ce que je fais et comment je shoot tous les jours. Surtout que maintenant, je suis un petit peu plus avec la famille de manière régulière. Je parle moins en voyage très loin, en tout cas pendant cette période-là, sur les 2 dernières années. Donc, j'essaie de garder des choses qui sont un petit peu compactes et sans prendre le chou. Je veux juste dire, j'ai craqué pour un appareil que tu vas très vite voir, dont je vais en reparler. Mais c'est un petit appareil et c'est une version 3 et il y a une seule raison pour laquelle je l'ai pris. Bref, j'en parlerai dans une vidéo séparée. Pourquoi pas le 50-150 f2? Encore une fois, c'est gros, c'est bulky, ça prend de la place. C'est génial, hein, mais ouais, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. À voir si je revends plein d'objectifs que j'ai fixes et que je fais ça. Mais franchement, je suis une personne, j'aime pas avoir trop de matos, d'accord? J'aime pas acheter beaucoup de matos. J'ai du matos et je préfère en avoir moins parce que je me pose moins de questions quand je vais shooter en fait. Et plus j'en ai, et plus je me pose de questions que je devrais pas me poser. Parce que je prends celui-là ou celui-là ou celui-là. Et quand tu te retrouves avec un 35 mm, un 7-35, un 24-70 et j'en sais rien, un 16-24 qui sont quasiment tous sur les mêmes, pardon, un 24-50 qui sont sur les mêmes plages, tu te poses des vraies questions, à savoir, je pense celui-là ou celui-là ou celui-là. Voilà. Donc, less is more, moins t'en as et plus c'est simple de décider. La seule raison pour laquelle je passerais sur un 1.2, c'est si je faisais de la photographie animalière intentionnelle parce que le pre-capture est vraiment cool. Une autre question matos, le meilleur appareil pour les voyages, légèreté, qualité de photo, marque Salem Nabili 87. Eh ben écoute, je dirais un Sony A7C2 ou A7CR, qui sont des boîtiers qui sont vraiment tout petits, ou alors un A6700 si tu veux rester en format APS-C. Enfin bref, franchement, tant que c'est petit et que c'est compact et que tu ne te prends pas le chou, c'est génial. Tu pourrais regarder un RX1 R3, mais je trouve que c'est beaucoup trop cher et je ne le recommanderais pas, sauf si tu arrives à l'avoir à genre moitié prix ou 40% du prix, quoi. Alors, je te réponds au niveau Sony, hein, au niveau Canon, essaie de trouver un équivalent compact, ou même un Fuji, ça peut être pas trop mal. Voilà, un Fuji X106, pourquoi pas. J'ai des amis qui sont photographes de voyage et qui en ont un, qui aiment bien leur expérience avec. Et puis, peut-être que tu en as un, dis-moi tout de suite dans les commentaires. Maintenant, on a Merosi qui demande, as-tu l'impression que ta vision de photographe a changé par rapport à tes débuts? Alors oui, complètement. Complètement. Ma vision de photographe a clairement changé. Pourquoi? Parce qu'elle évolue constamment. À un moment, j'étais, par exemple, très à cheval sur le piqué, sur la netteté dans une image. Et puis peut-être que je le suis beaucoup moins maintenant, que l'histoire prend un petit peu plus le dessus ou l'émotion qui ressort d'une image. Enfin, ça fait un moment qu'elle est là-dessus, mais on va dire que j'ai peut-être moins peur d'avoir moins de netteté dans mes images et d'avoir une émotion plus forte,
plutôt qu'à l'époque, se dire il fallait l'émotion et la netteté. Mais en fait, voilà, au fur et à mesure, ma vision, elle change, mon utilisation des différents outils change. Plus je rencontre de photographes qui avancent dans leur carrière et moins ils sont à cheval, j'ai envie de dire, sur la technique. Il y a peut-être quelque chose où un moment trop technique, tu la photo, j'en sais rien. Mais je le constate dans les autres et en moi-même aussi. Et il y a un retour aussi à la prise de photo juste pour le fun, que qui était peut-être passé un petit peu à la trappe, pendant un moment où tout devait être trop bien et en fait, cette vision aussi de juste s'amuser avec son appareil est clairement revenue, il y a quelques années et ça fait plaisir, en fait, de se dire: «Bah, écoute, je prends mon appareil, je vais avec ma famille, je me prends pas le chou, je vais pas faire de c'est pour personne, si ce n'est que pour moi-même». Alors que quand j'étais dans la phase d'apprentissage, dans la phase client et je le suis encore, mais en fait, tu as vite la pression de te dire: «Qu'est-ce que j'ai appris là? Comment est-ce que je peux le faire évoluer? Est-ce que ça, c'est assez bien?» et cetera. Non, là, c'est plus une vision: «OK, fais-toi plaisir avec ton appareil», ce qui est génial. Nature Taster demande: «Quel serait ton dernier vœu avant d'aller au paradis?» C'est une très bonne question. Mon dernier vœu, qu'il y ait un paradis, ça pourrait être mon vœu afin que j'arrive quelque part de cool. Mais honnêtement, ce serait plutôt que ma famille soit en paix intérieure et se reconnecte avec l'amour. Et je pense que je l'étendrai à tous les humains qui sont sur Terre et tous les animaux. Voilà. Enfin, les animaux, les arbres, etc. Que tout le monde retrouve une certaine paix intérieure, parce que plus on est en paix intérieure et plus cette paix irradie le reste de la Terre et nos interactions autour de nous. Essayed Raw demande: quelle est la destination la plus photogénique pour toi que tu aies fait ou non? Pour moi, ça reste le Japon encore. Le Japon, c'est tellement photogénique, les rues sont tellement propres. Il y a quelque chose d'assez magique là-bas et il y a une culture et il y a une architecture ancienne aussi qui est présente dans plein de régions qui est très forte, très très forte. Et je trouve que le contraste, enfin, c'est une région qui m'appelle aussi beaucoup pour tout ce qui est photographie de rue, photographie de voyage. Népal aussi, incroyable. Ensuite, j'ai plusieurs questions d'entre vous qui vont être: que fais-tu quand tu es bloqué créativement? J'ai perdu toute motivation pour prendre des photos. Comment fais-tu pour rester motivé? Bref, des questions autour de ça et de la motivation à shooter. Et ce que j'ai envie de dire, ce que je fais personnellement quand je suis pas motivé, eh ben, je shoote pas, je vais faire autre chose. Je vais faire du sport, par exemple. Je vais me balader, je vais faire une rando, je vais passer du temps avec la famille. Et après, si ça dure un peu trop longtemps, je vais me pousser un petit peu dans les choux créativement. Et je vais me mettre un petit challenge. OK, je dois shooter ça. Ou alors, je vais essayer de me trouver, comme j'ai un business, je vais être motivé aussi par les clients et les shoots clients et les projets. Ou alors, surtout, je vais essayer d'aller voir un ami qui, lui, a des projets, qui, lui, fait quelque chose en photo. Et je vais passer un petit peu de temps avec lui et m'amuser avec lui. Donc, des fois, pour se reconnecter à sa créativité, il faut simplement sortir un petit peu du chemin et se remettre avec un ami ou alors faire autre chose. Bref, il n'y a pas j'ai envie de dire, une raison particulière, mais il n'y a pas une solution en particulier. Mais tout ce que je sais, c'est que si tu as un projet avec une deadline, eh ben, ça te motive bien créativement. Donc, si tu as déjà regardé les challenges de 5 minutes que je fais, eh ben, tu le sais. On n'a aucune idée au début et au bout de 5 minutes, on commence à avoir plein d'idées, on regarde les choses différemment, on shoot, on est content, on est excité. Et c'est un petit peu là que ton bloc créatif peut se lever. Donc, je t'invite vraiment à essayer de changer un peu ta physionomie lorsque tu es bloqué créativement et mets-toi un petit challenge et go, va dans la rue, va autour de chez toi et joue avec ça. Et tu te mets un timer et tu vas voir, ça va vraiment t'encourager à faire les choses. Et au bout du timer, bah, tu continues. En général, tu es motivé pour continuer derrière. Voilà un peu ce que je fais. Mais j'aime bien passer du temps avec des amis qui sont ultra créatifs ou alors des amis qui shootent ou tu vois, pour justement me motiver ou juste m'inspirer et avoir un peu de fun avec ce que eux ils font. Ensuite, une bonne question carrière business de Denis Lukis qui dit: comment la photographie de rue a-t-elle aidé ton travail professionnel et pourquoi? Alors, pour moi, la photographie de rue est un apprentissage génial, tout comme la photographie de mariage. Les deux ensemble, tu peux un petit peu faire ce que tu veux après. Pourquoi? Parce qu'en photographie de rue, tu vas raconter une histoire avec une scène que tu ne contrôles pas. Les choses bougent et donc ça te force à être très observateur et à voir un petit peu comment tu peux raconter des histoires. Et ça, pour un shoot client, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que si une marque, elle vient vers toi et qu'elle dit: on a envie de mettre, j'en sais rien, ce produit en avant, on a envie de mettre cette histoire en avant de cette personne, et ben, tu vas pouvoir justement utiliser tout ce que tu as entraîné sur un terrain comme la photographie de rue dans un shoot que tu vas contrôler un petit peu plus. Donc, tu peux t'amuser à créer des scènes que tu as vues dans la rue que tu aimes bien, les recréer justement pour un shoot client particulier et ensuite les utiliser comme ça. La photographie de mariage aussi,
à des conditions qui sont réellement difficiles, avec de la pression pour l'événement, pour le timing, pour être sûr de ne pas louper une photo. Et je trouve que c'est aussi une très très bonne école pour plein de choses dans la vie en photographie. Maintenant, on va passer à la question que vous attendez tous. Pourquoi Sony et pas Canon? Ou j'ai envie de même dire pourquoi pas Nikon? Eh bien, la raison est... La raison est... Il y a plusieurs raisons en fait. La première raison, ça va simplement être que j'ai acheté du matos Sony en 2018. Je changeais tout de mon Canon et mon Panasonic vers le Sony A7 III. Et depuis, en fait, je suis resté dans l'écosystème Sony parce que j'ai acheté mon matos, j'ai acheté des objectifs, j'ai acheté des boîtiers. Et pourquoi est-ce que j'irais shooter chez Canon on va y arriver, si j'ai déjà mon matos Sony. Donc, je suis honnête avec toi, c'est pas parce qu'on me paye chez Sony, parce qu'on ne me paye pas. Je ne suis payé par personne pour utiliser le matos Sony. C'est juste du matos que j'achète, que j'aime et que j'utilise tous les jours. Tous les shoots que je fais et que tu vois, je les fais avec mes Sony. De temps en temps, je vais venir essayer du Canon, du Fuji, du Nikon, juste pour le fun. Et puis surtout, pour partager un petit peu avec toi mon expérience, me donner un petit avis. J'ai fait du Panasonic, une fois sponsorisé, une fois pas sponsorisé, justement parce que c'est des appareils que j'ai envie de tester, qui sont intéressants. Je pense qu'ils sont importants à essayer, parce que je suis un petit peu dans ce monde photo et j'ai la possibilité de voir qu'est-ce qui sort. Mais honnêtement, je reviens à mon matos Sony. Pourquoi? Parce que c'est celui que j'ai acheté et que j'utilise tous les jours. J'ai même un Hasselblad avec lequel j'ai shooté, que je m'amuse avec, qui fait partie d'une campagne que j'ai faite sur la chaîne en anglais. Mais je ne sais pas si je vais le garder, même si c'est très fun, parce que, encore une fois, plus je garde des choses simples et plus j'ai envie de shooter, plus j'ai d'appareils et plus je suis perdu. J'ai un petit appareil qui arrive bientôt, dont je t'ai parlé, mais bref, ça c'est pour ma crise de la 38aine. Maintenant, une question qui m'a touché, qui est la question de Guillaume, qui me demande « Salut Pierre, comment vas-tu vraiment ?» Écoute, pour répondre à ta question, Guillaume, je vais bien. J'ai beaucoup de gratitude dans ma vie. Je suis très content un petit peu de voir qu'est-ce que j'ai pu créer, d'avoir une famille qui m'aime, que j'aime, 2 enfants. Et franchement, ça, c'est quelque chose d'incroyable. Des fois, je me pince un petit peu en me disant « Waouh, j'ai cette chance incroyable de vivre cette expérience, tu vois ?» Et en plus de ça, il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que plus tu te penses chanceux et plus tu as de chance dans la vie, et maintenant j'y crois dur comme du fer, en fait, je me sens bien. Il y a des choses, des fois, qui m'agacent un petit peu dans notre niche photo ou dans ce qui est en train d'arriver un petit peu avec certaines technologies. Ça m'occupe, ça m'interpelle. Mais aussi, à côté de la photo, je fais plein de choses, que ce soit du windsurf ou alors une pratique de respiration et justement de la formation dans ce milieu-là pour justement, en fait, m'expandre en tant qu'humain et ne pas être bloqué que dans une direction. Et en plus de ça, la technologie et vraiment les problèmes de technologie profonds m'intéressent. Donc, peu à peu, j'essaie de regarder un petit peu comment est-ce que je peux intégrer ça d'une manière ou d'une autre dans ma vie, même si c'est en tant que spectateur. C'est toujours important pour moi d'avoir cette stimulation intellectuelle et de sentir qu'on fait quelque chose qui va dans une bonne direction. Voilà, bon, c'est un petit peu pour résumer. La partie qui me gêne un petit peu plus dans notre monde, là, en ce moment, ça va être la partie IA. Pourquoi? Parce que c'est très bien, c'est un très bel outil, mais je suis en train de voir certaines personnes dans notre sphère photo, même qui l'utilisent et qui dénigrent un petit peu, enfin, de mon point de vue, qui utilisent ces outils limite pour créer des photos, pour apprendre aux gens à prendre des photos. Et je trouve ça un petit peu abusé. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une formation ou de créer des contenus eux-mêmes, de créer des photos eux-mêmes pour illustrer des exemples, ils vont prendre des photos qui sont générées par IA ou des photos stock qu'ils n'ont jamais pris, tu vois. Et moi, ça m'agace un petit peu. Et je me dis, c'est dommage. Et je sais que 90% des gens ne le sauront pas, ne le verront pas. Et c'est dommage. Bon, il y a les 10% qui le sauront, qui le verront. C'est un petit détail qui me chagrine dernièrement. Et je voulais presque faire une vidéo là-dessus. J'ai fait non, mais ça sert à rien de se prendre le chou là-dessus. Mais voilà, en gros, si tu es un spectateur, pose-toi vraiment des questions. Est-ce que ce que je regarde, est-ce vrai? Ce que je télécharge, est-ce vrai? Est-ce que ça a été créé avec intention de la part de la personne? Ou alors est-ce que c'est une image qui a été balancée comme ça au hasard, dans un but business derrière parce qu'on veut me vendre quelque chose? Il y a toutes ces questions à se poser. Et je pense qu'elles sont d'autant plus importantes de nos jours. Voilà un petit peu
là, j'ai envie de dire le truc qui m'agace dans notre monde photo. Au-delà de ça, tout va bien. On attend toujours le A7 V, hein. J'espère qu'il va vite sortir. La formation pour les Sony Alpha est prête. Et dès que le A7 V arrive, aller dedans. Donc, tu pourras aussi, d'ailleurs, si tu le récupères maintenant, tu auras l'update pour la formation Sony A7 V. Donc, c'est cool. J'aime bien un petit peu travailler sur ces projets. YouTube et l'environnement YouTube pur, bah, des fois, je me dis, j'ai un petit peu partagé 17 000 fois la même chose, mais les gens aiment bien re-regarder les choses. Par contre, une autre chose que j'ai vraiment appréciée dernièrement, c'est de passer du temps en personne avec certains d'entre vous pour des workshops, pour des ateliers sur le terrain. Et ça, c'est vraiment cool. Et on retrouve ce contact humain un à un sur le terrain, enfin, ou en groupe, et cette émulsion de vouloir faire de la photo, de pouvoir apprendre plein de choses. Et je trouve ça cool. Personnellement, ça me fait vibrer. Je dépense beaucoup d'énergie quand je maintiens le workshop, quand c'est moi qui fais le workshop, mais ça me nourrit aussi d'une certaine manière, et puis ça nourrit tout le monde. Et j'ai l'impression que ces connexions sont vraiment importantes à cultiver de nos jours ensemble en tant que photographe. Donc, que ce soit pour prendre des photos d'inconnus dans la rue, pour avoir ces interactions, ou alors que ce soit de joindre un club ou d'être en workshop photo, c'est vraiment génial. Voilà, j'ai beaucoup trop parlé, c'est presque un podcast ou une séance de thérapie, à toi de décider. Je te laisse me faire un petit retour dans les commentaires, et je te dis tout de suite à très vite pour la prochaine vidéo. Sors, va prendre des photos, et c'est quelque chose de nouveau, et c'est quelque chose de différent. À tout de suite. Ciao!